Fresh Morning. Fresh Morning. Jean-Paul est avec nous ce matin sur les 104.5. Jean-Paul, bonjour. Bonjour Dafresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Alors, l'actualité internationale est marquée par quoi? En fait, on va essayer plutôt de comprendre un phénomène, c'est-à-dire que depuis le début du mois de janvier, il y a une espèce de comment dirais-je, d'informations parfois assez contradictoires qui concerneraient la question de savoir quel est l'homme qui a la plus grosse fortune du monde. Oui, tout à fait. J'ai vu ce débat-là. Il y a un débat entre, évidemment, Jeff Bezos, le patron d'Amazon, et Elon Musk, le patron de Tesla. Alors, il faut savoir qu'en réalité, entre le 8 janvier et à peu près le 20 janvier, eh ben, Elon Musk, enfin Jeff Bezos, avait perdu la place de numéro 1 mondial, et puis cette fois-ci Elon Musk est revenu un peu en tête depuis le 21 janvier dernier. Mais il faut savoir que ces deux hommes ont des énormes fortunes. L'agence Bloomberg estime par exemple, hier, j'ai regardé l'apparition d'hier, estime que la fortune de Elon Musk est estimée à 195 milliards de dollars et celle de Jeff Bezos est à 185 milliards de dollars. Donc à peu près 10 milliards de dollars d'écart. Ça a l'air énorme, mais ce n'est pas, quand on regarde la valeur des entreprises qui appartiennent à ces deux hommes-là, évidemment, on se rend compte que c'est extrêmement petit. Elon Musk, par exemple, et c'est là où c'est particulièrement intéressant, et c'est justement de lui dont nous allons parler, et particulièrement de sa fortune, pour comprendre un peu comment est-ce que cet homme-là a, à peu près en moins de 20 ans, pu bâtir un empire avec une puissance financière aussi colossale. Alors, il faut comprendre que, évidemment, Elon Musk, c'est un Américain d'origine sud-africaine qui est né à Pretoria il y a près d'une cinquantaine d'années, qui a émigré d'abord au Canada où il avait suivi sa maman qui avait divorcé de son père dans les années 80, et puis il va rentrer dans l'université de Princeton et puis il va terminer sa scolarité. Il va, comme la plupart des jeunes geeks dans les années 80, suivre un peu, si tu veux suivre un peu la fibre. Steve Jobs vont se lancer dans les nouvelles technologies puisque lui il est ingénieur, et donc lui il va évidemment s'intéresser à la sécurisation des transactions financières, et donc il va être celui qui va inventer le système qu'on appelle PayPal. Il va le revendre, et à partir de cela, il y a 17 ans, il va créer la première entreprise à fabriquer des voitures 100% électriques, donc l'entreprise Tesla. Tesla dont il détient à peu près 20% du capital. Et donc, il est aussi à la tête de SpaceX, qui est une entreprise privée qui est chargée, qui est constituée de lanceurs spatiaux. C'est-à-dire qu'ils envoient aussi bien des hommes que du fret dans l'espace. Et donc, ce sont ces deux entreprises-là qui constituent l'essentiel si tu veux, de sa fortune aujourd'hui. Et lorsque l'on s'intéresse à Tesla, ce qui est intéressant, c'est que Tesla, par exemple, en 2020, ce n'est que 500 000 véhicules vendus, mais Tesla aujourd'hui a une valeur boursière qui est de 800 milliards de dollars. Donc, c'est à peu près, ce n'est pas très éloigné, par exemple, de Volkswagen. Volkswagen tourne aux alentours de 900-915 milliards de dollars, mais Volkswagen a vendu en 2020 9 millions de véhicules. Donc, Tesla, qui vend 18 fois moins de véhicules que Volkswagen, a une valeur boursière qui est quasiment proche de celle de Volkswagen. Alors, comment expliquer ça? Eh bien, il faut bien savoir que la valorisation boursière aujourd'hui n'a absolument plus aucun lien avec, si tu veux, la gestion, la situation financière et économique d'une entreprise. Avant, évidemment, d'abord c'est une obligation. Aujourd'hui, toutes les entreprises qui sont cotées en bourse ont l'obligation de rendre public tous les 3 mois ou si les 6 mois ou chaque année, leurs résultats. Et pour Tesla, évidemment, lorsque l'on regarde les résultats de Tesla depuis sa création, Tesla n'est devenu rentable pour la première fois depuis sa création qu'en 2020. Pendant 16 ans, donc, Tesla a perdu de l'argent. Mais ça ne voulait pas dire que Tesla était au bord de la faillite. Non. Tesla a su, pour se maintenir en vie, utiliser le système de vente du crédit carbone, parce que Tesla est considérée comme une entreprise qui n'est pas polluante, et donc elle a donc des crédits carbone. Et donc pour justement avoir des liquidités, trouver de l'argent, il est possible de vendre ces crédits carbone sur du marché carbone, et donc les entreprises qui sont extrêmement polluantes dans le secteur automobile, vous prenez Toyota, vous prenez Renault, vous prenez Volkswagen, ces entreprises-là, elles
achètent donc du crédit carbone chez Tesla. Pour 2020, par exemple, Tesla a engrangé plus d'1,17 milliard de dollars de crédit carbone. Ce n'est pas rien. Donc, c'est en vendant du crédit carbone que Tesla a su évidemment se maintenir. Il ne faut pas oublier que au milieu des années 2000, au milieu des années 2010, Elon Musk à un moment a voulu revendre l'entreprise à Apple. Il a même tenté de la revendre à Google, mais ces entreprises-là n'ont pas été intéressées. Il était même presque au bord de vouloir déposer le dépôt de bilan, mais si tu veux, son espèce de témérité et surtout sa foi en la capacité à Tesla à générer des bénéfices, l'a poussé, et surtout grâce à la vente de crédit carbone qui a permis de renflouer chaque année au moins les caisses de l'entreprise, ça leur a permis de tirer le coup aujourd'hui. Donc, vous avez une entreprise qui n'a que 3 usines dans le monde et qui a une valeur boursière de 800 milliards de dollars, qui produit 18 fois moins de véhicules que le numéro 1 mondial en la matière. Donc, ça veut dire que, évidemment, on voit là qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, parce que quand on regarde les résultats financiers de Tesla, ça ne cadre absolument pas avec la valorisation boursière de celle-ci. Mais qu'est-ce que les investisseurs cherchent et qu'est-ce qui amène justement à faire que la valeur boursière de Tesla prenne une telle envolée? Parce qu'il faut savoir que tout a véritablement changé, c'est en 2020. Rien que pour l'année 2020, la fortune personnelle de Elon Musk a bondi de 20 milliards de dollars, et celle de Tesla, si tu veux, la valorisation boursière de Tesla a gagné en termes de valorisation boursière près de 300 milliards de dollars. C'est quoi? C'est la foi en la qualité des produits que Tesla met sur le marché. Elon Musk donne la certitude aux investisseurs que, il va faire des produits innovants, il fait des produits de qualité et il fait surtout des produits pour le futur. Parce qu'à chaque fois que Elon Musk prend la parole ou présente un de ses produits, c'était le cas sur Tesla et c'est toujours le cas sur SpaceX, il met toujours par la suite un produit qui va sortir dans les 2, 3 ou 5 années prochaines, et un produit qui est innovant, un produit qui est fabriqué à partir du produit actuel. Donc, à chaque fois, Elon Musk fait des promesses, par exemple, même si parfois ces promesses jusqu'à aujourd'hui se font toujours attendre. Il ne faut pas oublier qu'il y a 5 ans, Elon Musk a dit que Tesla serait la première entreprise à mettre sur le marché des camions fonctionnant 100% électriques. Donc aujourd'hui, on attend ces camions, ces semi-remorques-là fonctionnant avec des moteurs 100% électriques. Ça, c'est encore plus compliqué parce qu'un camion, il devra fournir des puissances de l'ordre de 1000 à 1500 chevaux, voire 2000 chevaux. Or, aujourd'hui, fabriquer un moteur, et le problème du moteur électrique, ce n'est pas le moteur en lui-même. C'est évidemment comment stocker suffisamment d'électricité dans les batteries pour emmagasiner suffisamment de l'énergie et de la force pour pouvoir alimenter ce moteur électrique-là. Donc, à ce niveau, c'est là où véritablement on est un peu buté. Mais les investisseurs croient en Elon Musk en se disant que lui, au moins, il est en train de réfléchir sur le futur. Et donc, comme c'est des secteurs qui sont ultra performants et donc qui sont aussi ultra, qui rapportent énormément de l'argent. Et donc là, il vaut mieux aller mettre des sous dans ce type de secteur-là, parce que là-bas, au moins, on est sûr que l'argent va affluer, parce que demain, il sera toujours au top. Si tu veux, l'industrie de demain, la technologie de demain, il l'incarne dans ce secteur d'activité-là. Et d'autant plus que lorsque SpaceX a réussi pour la première fois à envoyer des hommes sur la station spatiale internationale, là, les investisseurs se sont dit, c'est extraordinaire. Il a réussi à faire ce que seuls les États étaient en capacité de faire aujourd'hui. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, la NASA, par exemple, c'est une agence fédérale américaine. Vous prenez la plupart des agences aujourd'hui ou des entreprises qui travaillent dans l'industrie spatiale ou aéronautique, ce sont des industries, peut-être pour le cas de l'aviation, qui sont certes privées, mais qui sont extrêmement dépendantes des subventions des États. Pour la même chose pour l'industrie spatiale, ce sont des industries qui sont en général gérées par les États, parce que, évidemment, elles sont
extrêmement difficiles à mettre en place et elles sont extrêmement coûteuses. Donc Elon Musk étant parvenu à être le premier homme issu du secteur privé à entrer dans ce cercle extrêmement fermé, eh ben, les investisseurs se sont dit que là aussi, il a un peu tenu sa promesse avec Tesla, c'est-à-dire fournir au grand public des voitures fonctionnant avec un moteur 100% électrique et ayant des performances semblables à des véhicules à moteur thermique. Ils se disent que là aussi, il est parvenu à entrer dans ce cercle extrêmement fermé des entreprises privées qui envoient des personnes ou des objets dans l'espace. Mais lorsque vous regardez même SpaceX, il faut relativiser. Les coûts que SpaceX a sont bien entendu très inférieurs au coût, par exemple, que le lanceur Ariane propose pour envoyer des satellites ou des objets dans l'espace. Pourquoi ? Parce que en réalité, SpaceX ne prend en charge qu'une partie de l'ensemble de l'infrastructure. La plateforme, par exemple, à partir de laquelle SpaceX envoie ses lanceurs dans l'espace, cette plateforme-là appartient toujours à la NASA et donc, si tu veux, son exploitation est toujours faite par la NASA et ça, parce que cette exploitation coûte presque autant aussi cher que l'exploitation de le lanceur lui-même. Et donc, en l'état, s'il aurait fallu qu'il réfléchisse sur la mise en œuvre d'une plateforme qui permette justement d'arrimer le lanceur et de l'envoyer et de travailler également sur le lanceur, il ne serait pas en capacité aujourd'hui de pouvoir envoyer évidemment ces objets ou ces personnes-là dans l'espace. Mais néanmoins, en s'alliant en quelque sorte avec la NASA, donc la NASA qui fournit la plateforme de lancement et lui qui fournit le lanceur, eh ben, il est parvenu très rapidement à montrer que évidemment les entreprises privées peuvent avoir leur place et surtout en termes de communication, ça joue extrêmement fort et c'est ce qui a expliqué en grande partie que 2020 a été l'année d'Elon Musk parce que les investisseurs se sont véritablement rués sur les actions SpaceX et Tesla et c'est ce qui explique à peu près les 300-400 milliards de dollars qui sont venus s'ajouter, si tu veux, à la valeur boursière de ces deux entreprises-là, que ce soit Tesla et SpaceX. Donc, c'est pour dire aujourd'hui qu'en 2021, si vous voulez véritablement faire de l'argent et si vous voulez faire beaucoup d'argent dans un laps de temps extrêmement court, eh ben, il faut aller dans le secteur des nouvelles technologies. Il faut aller dans des secteurs particulièrement pointus sur le plan technique, scientifique et technologique. Et c'est là-bas véritablement où, si tu veux, la richesse est la plus rapide, la plus forte. Et aujourd'hui, c'est ce que les investisseurs cherchent. Et donc, si ceux qui nous écoutent se disent que il n'est pas possible aujourd'hui de dépasser Elon Musk, si c'est possible, demain certainement Jeff Bezos va revenir à la hauteur, mais derrière rien ne dit qu'il y a quelque part dans un petit atelier le futur milliardaire dans 1 an ou dans 2 ans qui est en train de concevoir un produit qui demain sera particulièrement révolutionnaire. Merci Jean-Paul qui revenait donc sur l'actualité internationale. Aujourd'hui on parlait de Jeff Bezos. d'Elon Musk, voilà. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'UDA Fresh Morning. On se retrouve juste derrière. Stop Fresh Morning.